tout à l'heure. Donc la deuxième séquence, elle va donner la parole aux investisseurs. Hein. On a vu, oui, le portable, c'est mieux. On a vu l'importance effectivement de l'investisseur et de l'actionnaire dans cette démarche. Et donc pour partager leur vision sur ce thème, je voudrais que Philippe Sawati me rejoigne à la tribune avec Laurence Meignery, Olivier Deguerre et Franck Carnero. Je vous laisse tranquillement vous installer. On va commencer sous le même format, c'est-à-dire un partage d'une vision en solo par Philippe. J'en profite pour présenter Philippe, hein, qui après une carrière au sein de différentes institutions financières, dont la Caisse des dépôts et le Crédit Agricole, notamment en tant qu'expert en gestion quantitative. Je ne vous dirai pas plus que ce que c'est que la gestion quantitative. Moi, hein. Directeur, oui, mais c'est pour, tu vois, raconter tout ce que tu as fait. Directeur de la distribution internationale et le directeur du marketing et de la communication, vous vous consacrez depuis 10 ans au développement de l'investissement responsable et donc vous êtes directeur général de Mirova. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Mirova, c'est une société de gestion d'actifs à mission spécialisée dans l'investissement durable que vous avez créée au sein de Natixis en 2014, qui est reconnu comme l'un des pionniers de la finance verte et durable. Mirova gère 25 milliards d'euros d'actifs aujourd'hui et Philippe est aussi l'ouvrage de plusieurs livres. Bref, à suivre. Philippe, à toi la parole sur cette vision de le rôle de l'actionnaire et des investisseurs dans la dynamique européenne de l'entreprise à mission. Merci Laurence d'être montée au jardin d'enfants et au siècle dernier. Et encore, j'ai évité plein de choses. Merci pour l'invitation et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bon, je vais parler de 2-3 choses. Peut-être de la France, de l'Europe, de l'impact. Alors, commençons par la France. Jean-Dominique Sénard disait tout à l'heure, la France peut être un phare, en quelque sorte, et porter son message au niveau européen. Et ça, je voudrais juste dire que ça marche. Alors, ça marche. On a un exemple très concret là-dessus que je connais bien, qui est celui de la finance durable, puisque au niveau de la finance durable, on a été très en avance en France, à partir de entre 2014-2015, en mettant en place l'obligation pour l'ensemble des investisseurs institutionnels de déclarer de mesurer et de communiquer leur empreinte carbone, sur la création des labels. Enfin, on a eu beaucoup de lois comme ça sur les premiers green bonds émis par l'État. Donc il y a eu une certaine avance de la France et une grande proactivité. Et puis à un moment donné, on s'est dit, on veut porter ce message-là au niveau européen. Et c'est exactement ce qui a été fait. Donc en 2017, la Commission européenne a décidé de mettre en place son groupe d'experts de haut niveau sur la finance durable, dans lequel j'ai le plaisir de faire partie avec d'autres, avec Pascal Canfin, avec Anne-Catherine Traoré, Pierre Ducré et quelques autres. Et on a été beaucoup de Français dans ce groupe-là parce que précisément la Commission européenne voulait aller chercher l'expertise là où elle était, c'est-à-dire en France. Et on a porté ces messages-là. Et c'est devenu le plan d'action de la Commission européenne sur la finance durable, qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe est, je pense, la plus avancée dans ce domaine-là. Alors, est-ce que ça a donné lieu, finalement, exactement à un copier-coller de ce qu'on avait fait en France? Pas exactement. Et donc, il faut accepter aussi, peut-être, que l'entreprise à mission européenne demain ne soit pas exactement le copier-coller de ce qu'on aura en France. On ira peut-être plus loin, on fera peut-être mieux, mais en tout cas, on arrive à porter ce message-là. Donc, j'aurais peut-être une première proposition à faire. Il y a la France qui prend la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier. Pourquoi ne pas proposer effectivement à la France, à l'exécutif français, de porter ce message-là et de dire, et si on créait un HLEC, donc un groupe d'experts de haut niveau, de la même façon qu'on a eu sur la finance durable, et si on crée un groupe d'experts de haut niveau pour l'entreprise durable, en réunissant donc des entreprises, des ONG, les différentes parties prenantes, de façon à pouvoir avoir ce plan d'action de l'Union européenne pour l'entreprise durable de demain. Ça, c'était mon premier point sur la France et l'exemplarité. Le deuxième point, c'est sur l'Europe. La capacité de l'Europe à faire de la norme. Et ça, je pense que c'est super important parce que là, on est passé de la France à l'Europe et là, on passe de la France au monde. Et ça, aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point, souvent, l'Europe est en capacité de fabriquer de la norme. On est aujourd'hui toujours sur ce sujet de la finance et des entreprises, dans un grand débat sur comment on va demander aux entreprises de faire du reporting extra-financier demain. Et donc, il y a une grande bataille de normes qui est en train de se mettre en place, comme vous avez vu, avec d'un côté
à ma gauche, comme on dit dans les rings, à ma gauche, l'EFRAG et le GRI, donc qui se sont mis ensemble et qui portent un message très européen qui est basé notamment sur le concept de double matérialité, c'est-à-dire on mesure non seulement l'impact du climat et de l'environnement sur les entreprises, donc la notion de risque, mais on mesure aussi l'impact donc des entreprises sur l'environnement des deux côtés, les deux côtés de la pièce. Et ça, c'est la vision très européenne. Et puis vous avez à ma droite l'IFRS qui vient d'annoncer à la COP26 la création de l'ISB, donc International Standard Board, donc qui avec pour l'objectif de créer des standards internationaux de reporting extra-financier, mais avec une vision qui est basée quasiment exclusivement sur la matérialité financière. C'est un vrai combat qui va se mener, et on a quelquefois le sentiment que l'Europe a tendance à dire bon ben presque une capitulation, quoi. C'est-à-dire que même si les FRAG se bat, on a quand même de temps en temps l'impression de se dire bon, on va créer notre norme en Europe, puis ensuite on verra comment ça se passe au niveau international. Or, en fait, l'Europe a réussi à créer des normes mondiales. Je vous donne quelques exemples que j'ai en tête. La première, est relative à ce que j'ai fait effectivement il y a déjà 20 ans, la distribution des produits financiers, la directive UCITS, qui définit ce qu'est un produit financier, un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement au niveau mondial, c'est un UCITS, ça a toujours été comme ça, c'est comme ça que ça a été défini, ça a été copié au Chili, ça a été copié à Singapour, à Hong Kong, partout dans le monde. On a pris la réglementation européenne comme la base de ce qu'était un fonds d'investissement. On est en train de voir quasiment la même chose aujourd'hui se passer sur la RGPD, sur la sécurité des données. Ce que l'Union européenne a fait sur la RGPD est en train d'être copié-collé dans plein d'endroits dans le monde et est en train d'être la base d'une réglementation internationale. Donc l'Europe est en capacité de fabriquer de la norme, et sur des sujets économiques, organisation des entreprises, comptabilité et finance, je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser cette espèce de complexe d'infériorité souvent que nous avons en Europe en se disant ça c'est le sujet des anglo-saxons. Eh bien non, c'est pas le sujet des anglo-saxons, et donc on doit défendre cette façon-là et donc être en capacité à créer de la norme. Mon troisième point, c'est l'impact. En tant que société de gestion, vous savez qu'il y avait beaucoup de discussions ces derniers mois, dernières semaines, notamment en France, sur qu'est-ce que c'est que l'impact, comment est-ce qu'on définit l'impact. Alors, deux choses. D'abord, ce qu'a dit Alain tout à l'heure, en disant, finalement, il y a la RSE d'un côté, il y a la mission de l'autre. Nous, c'est ce qu'on défend chez Mirova depuis 10 ans, c'est-à-dire de se dire, les agences extra-financières, trop longtemps, ont mesuré le comportement des entreprises uniquement, et pas leur finalité, ce qu'elles faisaient. Or, si on veut passer de l'ESG traditionnel à l'impact, on a besoin d'avoir cette utilité et de mesurer ces deux axes. Alors, on peut appeler ça différemment. Nous, on peut appeler ça risque et opportunité. On peut appeler ça effectivement comportement et utilité ou responsabilité et utilité. C'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'on regarde l'entreprise dans sa globalité, ce qu'elle fait et comment elle le fait. Et donc, l'impact, en tant qu'investisseur à impact, pour moi, c'est ça, c'est prendre en compte ces deux éléments-là. Deuxième élément sur l'impact, je pense qu'il est très important, c'est en tant que société de gestion, nous on est société à mission. Pourquoi une société de gestion et société à mission? Il y a eu beaucoup de discussions sur la définition de l'impact et trop souvent, je trouve, on réfléchit, je ne sais pas si, je pense que Laurence dira ce qu'elle en pense tout à l'heure, mais je trouve que trop souvent, on essaye de mesurer l'impact au niveau du produit financier. On se dit, tiens, tel un fonds d'investissement, est-ce que c'est un fonds d'investissement à impact? Et moi, je pense que la question se pose beaucoup plus au niveau de la société de gestion, de l'entité. Est-ce qu'on est sur un gérant à impact? Bon, honnêtement, on gère 50 fonds chez Mirova. Je ne suis pas capable de vous dire que les 50 sont super impactants. Il y en a qui le sont beaucoup, il y en a qui le sont un peu moins. En revanche, je suis convaincu que nous, en tant que société de gestion, on est une société de gestion à impact. Parce que, effectivement, c'est une vision globale. Et là, ça rejoint la mission. Notre mission, c'est de faire de l'impact. Voilà. Et là, on rejoint ces deux concepts-là. Et du coup, cette idée de société à mission peut avoir un rôle très fort, y compris dans tout ce qu'on réfléchit sur l'article 9 européen sur les fonds d'investissement, etc. Et donc, on peut faire vraiment un lien sur ces deux éléments-là, c'est-à-dire comment une société de gestion interagit avec les entreprises et qu'est-ce qu'elle s'est définie pour elle-même en tant que mission. Voilà. Merci beaucoup. Merci Philippe.